Frères et sœurs, famille, l'heure est grave. Famille, les preuves sont trop. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré, tout a été planifié au Togo. Le lieutenant-colonel Damiba a été arrêté. Oui, vous avez bien entendu. Arrestation à Lomé le 17 janvier et expulsion rapide vers Ouagadougou de Paul-Henri Damiba marque un tournant discret mais révélateur des équilibres politiques et sécuritaires en Afrique. À Lomé, les faits se murmurent plus qu'ils ne se déclarent. Depuis plusieurs jours, une information circule avec insistance. Le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait été interpellé sur le sol togolais avant d'être remis aux autorités burkinabées. Sur le terrain, aucune scène spectaculaire, aucun communiqué détaillé, seulement des mouvements discrets et des confirmations, à demi-mot recueillis auprès de sources sécuritaires. Selon ces récits concordants, l'opération se serait déroulée dans la plus grande sobriété, loin des regards, traduisant la sensibilité extrême du dossier. L'absence de communication officielle immédiate à Lomé a ouvert un large espace aux spéculations. Certains évoquent une arrestation, planifiée dans le cadre d'accords sécuritaires régionaux. D'autres parlent d'une mise à disposition progressive, négociée entre États. Ce qui est certain, c'est que le transfert vers Ouagadougou marque un tournant. À son arrivée présumée dans la capitale burkinabé, le climat change. L'information se propage rapidement. Les cercles politiques s'agitent. La population s'interroge. Sur le terrain à Ouagadougou, les autorités observent un silence calculé. Aucun détail n'est livré sur les conditions exactes du transfert ni sur le statut juridique du colonel. Cette retenue alimente les débats, mais révèle aussi la volonté de maîtriser un dossier aux implications multiples. L'affaire dépasse désormais le cadre individuel pour s'inscrire dans une dynamique régionale. Elle met en lumière les fragilités, les alliances et les non-dits qui structuraient la coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Entre Lomé et Ouagadougou, les zones d'ombre persistent, faisant de cette arrestation présumée un événement majeur, suivi avec attention bien au-delà des frontières concernées. Dans cette affaire, la coopération sécuritaire entre le Togo et le Burkina Faso apparaît comme un élément central, souvent évoqué mais rarement expliqué en détail. Sur le terrain, des sources diplomatiques et sécuritaires rappellent que les deux pays partagent des préoccupations communes face à un environnement régional instable. Depuis plusieurs années, les échanges de renseignements, les mécanismes de concertation et les cadres de collaboration se sont intensifiés. Arrestation à Lomé le 17 janvier et expulsion rapide vers Ouagadougou de Paul-Henri Damiba marque un tournant discret mais révélateur des équilibres politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Ancien dirigeant du Burkina Faso, renversé en septembre 2022, il vivait au Togo depuis plus de 2 ans et jusqu'à ce que son exil devienne politiquement sensible. Et selon African Intelligence, Damiba a été interpellé par les services togolais puis remis dès le lendemain aux autorités burkinabées lors d'un transfert discret par avion privé décidé sur instruction présidentielle. Et à Ouagadougou, le régime du capitaine Ibrahim Traoré l'accuse d'avoir participé à un projet de coup d'État prévu début janvier avec des soutiens extérieurs, notamment en Côte d'Ivoire. Des accusations difficiles à vérifier. Le Togo aurait été informé de ces soupçons et aurait adressé 2 avertissements à Damiba dès le 31 décembre 2025, puis quelques jours plus tard. Dans ce contexte, sa présence à Lomé est apparue comme un risque diplomatique. En le livrant, le Togo cherche à préserver ses relations avec l'AES et à maintenir son rôle d'acteur de médiation régionale. Et déjà mis en cause en septembre 2024 pour des faits similaires, Damiba s'expose désormais à des poursuites pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Damiba a été arrêté. Il a été extradé. Il se trouve actuellement à Ouagadougou. Oui, il est à Ouagadougou actuellement. Les juges togolais ont eu assez de preuves du gouvernement burkinabé, ont accepté de l'extrader au niveau de Ouagadougou. Damiba va être jugé, oui, pour tentative de déstabilisation des institutions du Burkina Faso. Et surtout, tentative d'assassinat du chef d'État du Burkina Faso, qui est le capitaine Ibrahim Traoré. Grâce au service de renseignement, le coup d'État du 3 janvier a été déjoué. Et aujourd'hui, grâce à notre communication massive, le président Faure Gnassingbé a compris que l'heure n'est plus au double jeu. Il a décidé de prendre ses responsabilités et de se mettre du bon côté de l'histoire. Nous disons merci au peuple burkinabé qui, dès les premières secondes de la veille citoyenne, se sont rassemblés massivement, oui, pour dire non, notre pays ne sera pas mis entre les mains des assoiffés du pouvoir. Damiba est cueilli comme un sac de patates, des atrocités qu'il a voulu commettre dans sa patrie natale, là où son nombril a été enterré. Oui, à cause de l'argent,
à cause de la soif du pouvoir. Damiba a trahi toutes ses convictions, tous ses principes. La puissance respecte la puissance. Vive les 3 présidents de l'AES. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Abdulrahman Tiani. Damiba a été reçu, expulsé du Togo grâce à la pression de ces 3 pays de l'AES qui ne sont même plus un pays, qui sont une confédération, qui sont une puissance aujourd'hui dans le chéquier politique africain. Partage cette vidéo, mets un cœur et n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Vous savez, Damiba doit nous expliquer pourquoi son expulsion là, son extradition ne me dit absolument rien. C'est que moi j'attends de Damiba là. Il doit nous dire comment ils ont récolté l'argent pour financer ce coup d'état là. Et l'argent là, ça venait de qui en Côte d'Ivoire? C'est sur ça là, nous on vous attend. Et puis je tiens à dire aux médias burkinabés, il faut que tout se fasse en live. Ne cachez rien, on veut être au courant de tout. Parce que hier, avec Thomas Sankara, il n'y avait pas les médias, il n'y avait rien. Ils ont fait une sortie dans le dos. Ils ont fait disparaître ce monsieur-là jusqu'aujourd'hui. Il est resté dans l'histoire. Et l'Afrique a eu difficile à s'élever, surtout l'Afrique de l'Ouest. On a vécu toutes sortes de galères. Parce que tous ceux qui ont voulu se lever pour qu'on soit digne ont toujours voulu être terrassés. Et aujourd'hui, quand on a un vendu qui a été expulsé par le Togo, par la justice togolaise, qui a demandé l'expulsion immédiate de Damiba, il faut que Damiba nous dise au nom de quoi, qu'est-ce que Ibrahim Traoré lui a fait, et est-ce que ce que Ibrahim Traoré est en train de faire du Burkina, est-ce que ce que Ibrahim Traoré est en train de faire de tous ces pays africains aujourd'hui, et tous ces Africains qui aspirent à un changement, il faut qu'il nous explique pourquoi formater un coup d'état contre son pays tout en sachant que le dirigeant là, il fait un très bon travail. Il faut qu'il nous explique. Il ne faut pas que quelque chose soit caché. Il ne faut pas que vous gérez quoi que ce soit en catimini. On veut tout savoir. Tous les pays qui devaient servir de base arrière pour alimenter ce coup d'état là, on veut tout savoir. Parce qu'à un moment donné, là, on est fatigué. On est fatigué de tous ces gens vendus, là, tous ces poltrons là, qui passent le temps à faire reculer l'Afrique 200 ans en arrière. On est fatigué d'eux. Et ce Damiba là, il doit être mis à la place publique et expliquer à tous les Africains pourquoi il a voulu faire descendre le président Ibrahim Traoré. Il faut qu'il nous explique. Force et honneur à tous les leaders de l'AES. Force et honneur à tous ces Africains avertis aujourd'hui. Les réseaux sociaux est une arme. On va l'utiliser pour mettre la pression par l'information. On est ensemble. Dans un contexte où les frontières sont devenues des zones de vigilance permanente. Selon les informations recueillies, la décision présumée de remettre le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba aux autorités burkinabées s'inscrirait dans cette logique de coopération. À Lomé, la priorité aurait été de traiter le dossier avec prudence, en évitant toute publicité susceptible de provoquer des tensions internes ou régionales. Les discussions se seraient ni déroulées à un niveau élevé, impliquant des responsables sécuritaires et diplomatiques, conscients de la portée symbolique de chaque choix. À Ouagadougou, l'enjeu est double. Il s'agit d'une part de montrer la capacité de l'État à gérer des dossiers sensibles, et d'autre part de préserver des relations diplomatiques essentielles dans la sous-région. Les autorités burkinabées savent que chaque étape est observée, aussi bien par l'opinion publique nationale que par les partenaires régionaux. La coopération avec le Togo devient alors un exercice d'équilibre entre efficacité sécuritaire et respect des principes de souveraineté. Sur le terrain, cette collaboration se traduit par une grande discrétion. Aucun détail n'est officiellement confirmé, mais les acteurs impliqués soulignent la nécessité d'agir dans un cadre coordonné. L'affaire met ainsi en lumière les réalités complexes de la diplomatie sécuritaire en Afrique de l'Ouest, où la lutte contre l'instabilité impose parfois des décisions difficiles, entre impératifs sécuritaires, calculs politiques et attentes des populations. La coopération Togo-Burkina Faso se retrouve au cœur d'un dossier emblématique des défis actuels de la région. À Ouagadougou, l'atmosphère est lourde et les regards se croisent avec prudence.
depuis que des informations persistantes font état de la présence du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dans la capitale burkinabé. La ville semble retenue dans une attente silencieuse. Sur le terrain, aucune annonce officielle ne vient confirmer ou infirmer les récits qui circulent, mais les signes d'une vigilance accrue sont visibles. Les dispositifs sécuritaires autour de certains sites stratégiques attirent l'attention, tandis que les autorités adoptent une communication mesurée. Selon des sources proches du dossier, une enquête serait en cours, menée dans un cadre strictement contrôlé. Les détails concernant la détention, le statut juridique ou les procédures engagées restent confidentiels. Cette retenue alimente les spéculations et renforce la perception d'un dossier sensible, traité avec précaution. Dans les quartiers de la capitale, les discussions s'animent, mêlant inquiétude, curiosité et interprétations diverses. La population cherche à comprendre ce que cette affaire implique pour la stabilité du pays. Les observateurs institutionnels soulignent que la gestion de ce type de situation est déterminante pour la crédibilité de l'État, le respect des procédures légales, la protection des droits fondamentaux et la transparence sont évoqués comme des enjeux majeurs. Pourtant, sur le terrain, les journalistes se heurtent à des sources prudentes, parfois silencieuses, conscientes des risques liés à une information mal maîtrisée. Le silence officiel apparaît alors comme une stratégie. Il vise à contenir les tensions, à éviter toute instrumentalisation politique et à permettre aux autorités de garder la maîtrise du calendrier. À Ouagadougou, le temps semble suspendu. L'opinion publique reste dans l'attente d'une prise de parole qui pourrait éclairer les zones d'ombre. Famille, les preuves sont trop. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré, tout a été planifié au Togo, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Cette fois-ci, vous allez voir et entendre un témoignage ici. Ce témoignage-là, c'est celui-là même qui a convoyé les fonds depuis Ferké en Côte d'Ivoire. Les ramifications ont été mises en pièces. Les témoins oculaires, les membres du commando sont aujourd'hui en train de parler. On écoute ici un autre témoin qui était dans le plan commun d'assassinat du capitaine président Courage Ibrahim Traoré. On écoute ensemble ici, c'est parti. Mais Alassane Ouattara également, son régime, il ne peut pas nous dire qu'ils sont étrangers à cela. On écoute ensemble, merci. Place aux aveux des complices du coup d'État déjoué du 3 janvier 2026. Ce soir, nous vous proposons le témoignage de l'adjudant de police Moumouni Souré, le compagnon de Madi Sakandé pour le déplacement de Ferké en Côte d'Ivoire pour le retrait du financement des 70 millions de francs CFA. On l'écoute. Moi, c'est l'adjudant de police Souré Moumouni. Je sers au CPA 4 de la ville de Ouagadougou. Vous avez écouté, le plan commun, il est là. Il faut encore saluer une fois de plus les services de renseignement burkinabés. Il faut saluer l'homme, le commandant Oumarou Yabré. Merci beaucoup mon commandant pour le travail. Merci beaucoup à tes hommes et les femmes qui sont sous ton commandement. Grâce à vous, l'homme qui a la bouche ouverte là, appelé Damiba, n'a pas pu assassiner le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Le combat continue et les preuves vont sortir par dose homopathique. Vive Ibé. Frères et sœurs, famille, l'heure est grave. C'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Parce que, au fur et à mesure, les preuves tombent. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré avait déjà été achevé. Le plan commun avait déjà été achevé. Il restait la mise en œuvre. Grâce à la vigilance des services de renseignement, les cerveaux ont été arrêtés. Écoutez ici un témoignage en français, à visage découvert, d'un capitaine qui a été contacté par ce monsieur qu'on appelle Damiba. Le cerveau de l'attaque qui avait été prémédité, préparé, huilé et peaufiné. On écoute ensemble ce témoignage, c'est grave. Je suis le capitaine Kouligati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place.
J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Saoudou Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Strapone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Saponi. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PSI, dont il était en contact avec des gens et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Non, mais c'est pas possible. Vous venez d'écouter, Damiba avait prévu d'assassiner plusieurs hauts commandants de l'armée burkinabé. Ça, c'était pour empêcher que les drones puissent intervenir. Là, ils allaient massacrer le capitaine Ibrahim Traoré. Le Togo doit remettre Damiba. Ça fait froid dans le dos. Damiba est un vil criminel. Et il répondra. Tôt ou tard. Ça sera très tôt d'ailleurs. Merci. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Famille, les preuves sont trop. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré, tout a été planifié au Togo, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Cette fois-ci, vous allez voir et entendre un témoignage ici. Ce témoignage-là, c'est celui-là même qui a convoyé les fonds depuis Ferké en Côte d'Ivoire. Les ramifications ont été mises en pièces. Les témoins oculaires, les membres du commando
sont aujourd'hui en train de parler. On écoute ici un autre témoin qui était dans le plan commun d'assassinat du capitaine président Courage Ibrahim Traoré. On écoute ensemble ici, c'est parti. Mais Alassane Ouattara également, son régime, il ne peut pas nous dire qu'ils sont étrangers à cela. On écoute ensemble, merci. Place aux aveux des complices du coup d'État déjoué du 3 janvier 2026. Ce soir, nous vous proposons le témoignage de l'adjudant de police Moumouni Souré, le compagnon de Madi Sakandé pour le déplacement de Ferké en Côte d'Ivoire pour le retrait du financement des 70 millions de francs CFA. On l'écoute. Vous avez écouté, le plan commun, il est là. Il faut encore saluer une fois de plus les services de renseignement burkinabés. Il faut saluer l'homme, le commandant Oumarou Yabré. Merci beaucoup mon commandant pour le travail. Merci beaucoup à tes hommes et les femmes qui sont sous ton commandement. Grâce à vous, l'homme qui a la bouche ouverte là, appelé Damiba, n'a pas pu assassiner le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Le combat continue et les preuves vont sortir par dose homopathique. Vive IB! En attendant, la capitale vit au rythme des rumeurs, dans un climat où chaque geste et chaque mot sont scrutés avec attention. Sur les réseaux sociaux, l'affaire a pris une dimension fulgurante, dépassant rapidement le cadre institutionnel pour s'installer au cœur du débat public régional. Dès les premières heures, des messages, des vidéos et des publications anonymes ont envahi les plateformes, chacun affirmant détenir la vraie version des faits. Les informations circulent sans filtre, mêlant éléments factuels, suppositions et interprétations personnelles. Dans cet espace numérique, la frontière entre informations vérifiées et rumeurs devient de plus en plus floue. Plusieurs narratifs se confrontent. Certains présentent l'arrestation et le transfert du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba comme une opération sécuritaire maîtrisée, menée dans le cadre d'une coopération régionale normale. D'autres y voient une manœuvre politique, motivée par des calculs de pouvoir et des règlements de compte. Des images non sourcées et des témoignages non identifiés sont partagés massivement, renforçant des perceptions parfois éloignées de toute confirmation officielle. Les hashtags associés à l'affaire deviennent rapidement viraux, propulsant le sujet au-delà des frontières du Burkina Faso et du Togo. La diaspora s'en empare, les débats se multiplient, et chaque nouvelle publication alimente un cycle continu de réactions. Cette effervescence révèle une méfiance croissante envers les canaux institutionnels, perçus comme lents ou silencieux. L'opinion publique se forge alors en temps réel, souvent avant que les faits ne soient établis. Sur le terrain médiatique, les journalistes font face à un défi majeur. Vérifier, recouper, contextualiser devient une course contre la viralité. Les autorités, quant à elles, observent cette agitation numérique avec prudence, conscientes que toute prise de parole tardive ou maladroite peut être amplifiée. L'affaire Damiba illustre ainsi le rôle central des réseaux sociaux dans les crises politiques contemporaines. Dans cet espace de confrontation des récits, la bataille de l'opinion se joue parfois bien avant celle des faits, transformant chaque information en enjeu stratégique.